Il y a eu ce silence, d'abord. Pas un silence sonore, mais une sorte de vide qui s'est installé dans l'air, dans les conversations, dans la manière dont le monde semblait respirer. Je me souviens d'avoir levé les yeux vers le ciel, un soir d'été particulièrement clair, et d'avoir ressenti une étrangeté. Pas une peur immédiate, non. Plutôt une dissonance, comme si une note fausse s'était glissée dans la mélodie ancestrale des étoiles. Le ciel était le même, et pourtant, il ne l'était pas. Les constellations familières semblaient plus lointaines, moins certaines. C'était une impression fugace, une de celles qu'on attribue à la fatigue ou à une imagination trop vive. Puis, les murmures ont commencé. Des bribes d'informations, des articles scientifiques obscurs, des forums spécialisés qui s'enflammaient. On parlait d'une anomalie gravitationnelle, d'une signature inattendue au-delà de l'orbite martienne. Au début, c'était le genre de nouvelles qui passe inaperçues, noyées dans le flot incessant des catastrophes lointaines et des scandales politiques. Qui se soucie d'un caillou cosmique quand la facture d'électricité grimpe et que le voisin a encore garé sa voiture de travers? Mais l'anomalie persistait. Les télescopes les plus puissants du monde, ceux qui traquent les confins de l'univers, commençaient à pointer dans une direction unique, avec une insistance qui n'était pas habituelle. J'ai toujours eu cette habitude de scruter les nuages, d'observer la lumière changer à travers les feuilles des arbres. C'était ma façon de me connecter au monde, de me sentir ancré. Mais cette nouvelle, diffuse et encore abstraite, a commencé à altérer cette connexion. Le ciel, avant, était un fond infini, une toile de fond pour mes pensées. Maintenant, il devenait une entité active, un acteur potentiel, porteur d'une information que je ne comprenais pas tout à fait, mais dont le poids commençait à se faire sentir. C'était une peur lente, insidieuse, qui ne venait pas d'une menace visible, mais de l'absence de certitude. Le jour de l'annonce officielle fut étrangement calme. Pas de sirène, pas de panique généralisée dans les rues. Juste une émission spéciale, diffusée sur toutes les chaînes, avec des scientifiques au visage grave et des graphiques complexes. Ils ont parlé de 2024 Alpha, d'une trajectoire, d'une taille estimée, de la taille d'une ville, ont-ils dit. Le chiffre a flotté dans l'air, énorme et incompréhensible. Une ville, pas un rocher, pas un caillou, mais une masse capable d'engloutir des millions de vies, de rayer des pays de la carte. Et elle allait passer, proche, très proche, à une distance qui, à l'échelle cosmique, était un effleurement. Un baiser mortel qui ne se produirait pas, mais qui aurait pu se produire. La réaction fut un étrange mélange d'incrédulité et d'acceptation. Certains ont ri, ont parlé de canular, de manipulation des masses. D'autres se sont précipités dans les supermarchés, vidant les rayons comme si la fin du monde était pour demain matin, alors même que les experts répétaient inlassablement qu'il n'y avait aucun risque d'impact direct. La plupart d'entre nous, je crois, ont continué à vivre, comme hypnotisés par la normalité. Nous allions au travail, nous payions nos factures, nous nous disputions pour des futilités, tout en sentant une nouvelle épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes, invisible encore, mais dont l'ombre grandissait. La première fois que je l'ai vue, ce n'était pas avec mes yeux, c'était à travers l'écran, une image floue et pixelisée, capturée par un télescope amateur puissant. Un petit point, à peine plus qu'un pixel, se déplaçant lentement à travers un champ d'étoiles. C'était un fantôme. Puis les images sont devenues plus nettes, plus fréquentes. Des observatoires professionnels, puis des agences spatiales, ont commencé à diffuser des vues de plus en plus détaillées. Ce n'était plus un point, c'était une forme irrégulière, une patate cosmique, sombre et silencieuse, qui glissait à travers l'immensité. On a commencé à lui donner des noms affectueux, des surnoms dérisoires pour masquer l'ampleur de la chose. Le voyageur, le grand sombre, le caillou. L'astéroïde est devenu le sujet de toutes les conversations. Au café, à la machine à café, dans les transports en commun. On spéculait sur sa composition, sur la couleur de sa surface, sur la vitesse à laquelle il se déplaçait. Les enfants, dans les cours de récréation, inventaient des jeux autour de lui. Les artistes peignaient des ciels étoilés où une nouvelle lune, sombre et menaçante, prenait sa place. Ce n'était pas une menace directe, mais une présence. Une conscience nouvelle de la fragilité de notre existence, de la mince couche d'atmosphère et de chance qui nous protégeait. Le ciel a commencé à changer, pas seulement dans ma perception, mais concrètement. Au fur et à mesure que 2024 Alpha se rapprochait, il est devenu visible à l'œil nu. D'abord, une étoile de plus,
un peu plus brillante que les autres, mais sans scintillement. Puis, une tache floue, comme une petite nébuleuse sombre, qui se déplaçait lentement au fil des nuits. C'était hypnotisant. On se retrouvait tous, le soir, à lever les yeux, cherchant cette nouvelle présence dans le velours noir du cosmos. C'était une sorte de rituel silencieux, une prière sans mots adressée à l'indifférence de l'univers. Les nuits sont devenues différentes, plus longues peut-être, ou du moins plus chargées. La lune, d'habitude maîtresse du ciel nocturne avec ses cycles familiers, semblait désormais avoir une rivale, une sœur maléfique qui ne reflétait aucune lumière, mais absorbait tout. Les astronomes amateurs ont sorti leurs télescopes, leurs jumelles, et les parcs sont devenus des observatoires impromptus, remplis de gens murmurant, pointant du doigt, essayant de saisir chaque détail de cette entité qui nous frôlait. Il y avait une beauté étrange dans cette peur partagée, une sorte de communion silencieuse face à l'immensité. Les jours, eux aussi, ont pris une teinte nouvelle. La lumière du soleil, si familière, semblait parfois tamisée, comme si une ombre invisible planait déjà au-dessus de nous. Les oiseaux chantaient, les voitures roulaient, les gens travaillaient, mais il y avait une constante, une pensée sous-jacente qui ne nous quittait plus, l'astéroïde. On vivait avec lui, on respirait avec lui. Il était devenu une partie de notre quotidien, un élément permanent de notre paysage mental. Il nous rappelait que nous n'étions pas seuls, mais aussi que nous étions infiniment petits. Les théories ont fleuri, les complotistes ont vu des messages cachés, des signes divins, des avertissements extraterrestres. Les scientifiques ont continué leurs calculs, leur modélisation, leur relecture à l'infini, cherchant la moindre erreur, la moindre variable qui aurait pu changer la trajectoire. Les gouvernements ont tenu des réunions d'urgence, ont mis en place des plans d'évacuation pour des villes côtières, au cas où, même si le risque d'un tsunami géant dû à un simple passage sans impact était infime. C'était l'incertitude qui nous rongeait, la peur de l'inconnu, l'angoisse de ce qui aurait pu être. Puis est venue la période la plus intense, les dernières semaines avant le point de passage le plus proche. 2024 Alpha n'était plus une tâche. C'était un disque distinct, visible à l'œil nu même en plein jour, si on savait où chercher. Un géant sombre qui traversait le ciel à une vitesse vertigineuse, mais dont la taille masquait la vélocité. Il était là, au-dessus de nous, immense, silencieux, une cicatrice dans le bleu. Les gens arrêtaient de travailler pour le regarder. Les écoles organisaient des sorties pour que les enfants puissent l'observer. Les médias ne parlaient plus que de ça. Le monde entier retenait son souffle. Les nuits sont devenues des veillées. Des milliers, des millions de personnes ont installé des tentes, des chaises longues, sur les toits, dans les champs, sur les plages. Le spectacle était grandiose, terrifiant. L'astéroïde, éclairé par le soleil, reflétait une lumière faible, fantomatique, qui n'était pas celle de la Lune. On pouvait distinguer des cratères, des arêtes vives, des ombres profondes. C'était une montagne flottante, une île de roches et de glace qui nous dévisageait dans le silence de l'espace. Ces nuits-là, on parlait peu, on regardait, on sentait le froid du vide, la solitude de l'univers. On se posait des questions existentielles, des questions qui n'avaient pas de réponse. Quelle est notre place? Sommes-nous si fragiles? Qu'est-ce qui nous attend après ça? Certains pleuraient, d'autres priaient, d'autres encore riaient nerveusement. Mais tous, absolument tous, nous étions unis par cette même contemplation, cette même peur respectueuse, cette même prise de conscience de notre place dans le grand tableau cosmique. Le temps s'est dilaté, les heures se sont étirées, remplies par la présence muette de cette entité venue d'ailleurs. Mon propre quotidien s'est transformé. Le travail est devenu secondaire. Les petites contrariétés ont perdu de leur importance. Ce qui comptait, c'était de passer du temps avec ceux que j'aimais, de regarder le ciel, de sentir l'herbe sous mes pieds, de respirer l'air. C'était une réinitialisation forcée, un rappel brutal de ce qui est essentiel. Les conversations sont devenues plus profondes, plus sincères, les masques sont tombés. On a parlé de la vie, de la mort, de l'amour, de l'héritage que nous laisserions derrière nous, même si l'astéroïde ne frappait pas. Sa simple présence avait déjà fait son travail, nous forçant à regarder en nous-mêmes. Puis, la nuit du passage le plus proche est arrivée. C'était une nuit sans lune, parfaite. L'astéroïde était si proche qu'il semblait presque à portée de main, un colosse silencieux qui remplissait une partie significative du ciel. On pouvait presque entendre son sifflement imaginaire alors qu'il fendait l'espace. Les observatoires ont diffusé des images en direct, des commentaires scientifiques, des reportages humains.
Mais la plupart d'entre nous n'avions pas besoin de ça. Nous étions dehors, le cou tordu, les yeux rivés sur cette merveille terrifiante. C'était le moment de vérité, le moment où tout pouvait basculer. Ou pas. L'air était chargé d'une tension palpable. On sentait le souffle de l'univers, froid et indifférent. On a vu des couples se serrer dans les bras, des parents tenir leurs enfants, des amis se tenir la main. C'était un moment de vulnérabilité collective, une humanité unie sous le regard d'un géant cosmique. Et puis, lentement, imperceptiblement d'abord, puis de manière plus distincte, il a commencé à s'éloigner. Le disque sombre a rapetissé, la forme irrégulière s'est estompée. Il a continué sa route, fidèle à sa trajectoire, sans un mot, sans un signe. Il était passé. Le danger était écarté, la terre était sauve. Mais rien n'était plus comme avant. Le voyageur était parti. Il s'était éloigné, petit à petit, redevenu le point insignifiant qu'il avait été avant d'être le monde. Sa silhouette colossale, un astre sombre et silencieux qui avait dominé nos cieux pendant des jours, s'était lentement fondu dans l'immensité abyssale, sa masse gigantesque s'estompant jusqu'à n'être plus qu'une illusion rétinienne, puis une absence totale. Pourtant, son sillage, invisible aux télescopes les plus puissants, indétectable par nos instruments les plus sensibles, avait tissé une nouvelle trame dans l'air que nous respirions, dans la lumière qui caressait nos visages et, plus profondément encore, dans le cœur de chacun. Ce n'était pas une trace physique, mais une empreinte métaphysique, une vibration résiduelle qui imprégnait désormais la substance même de notre réalité. Le ciel, ce matin-là, était d'un bleu d'une pureté presque obscène, un azur si profond et immaculé qu'il en devenait presque irréel. Pas un nuage n'osait troubler cette toile parfaite, pas une vapeur d'eau n'osait s'y aventurer, comme si l'atmosphère elle-même avait été purifiée, lavée de toute impureté par le passage de l'entité cosmique. Et bien sûr, pas une trace de ce colosse silencieux qui, quelques heures plus tôt, nous avait dévisagé de son silence abyssal, nous écrasant de sa simple présence. Pourtant, il était là, partout, dans l'écho des regards fuyants qui évitaient nos propres yeux, chargés d'une connaissance trop lourde à partager verbalement, dans le silence oppressant des rues où le bourdonnement habituel de la vie urbaine semblait s'être tu, remplacé par une quiétude presque sacrée, dans la manière dont le soleil lui-même semblait hésiter, ses rayons dorés moins audacieux, comme s'il craignait de réchauffer nos visages pâles, encore marqués par la veillée et l'indicible. Rien n'était plus comme avant. Ce n'était pas une explosion cataclysmique, pas un séisme dévastateur, ni même une épidémie foudroyante au sens physique du terme. Il n'y avait pas eu de destruction visible, pas de décompte macabre, pas de ville réduite en cendres. C'était bien plus insidieux, bien plus profond. C'était une implosion, une réinitialisation forcée, mais silencieuse, opérée non pas dans la matière, mais au plus profond de nos consciences individuelles et collectives. Nous avions frôlé l'abîme, non pas avec le corps, qui était resté intact, mais avec l'âme collective de l'humanité, une âme que nous n'avions jamais su posséder avant cet instant. Nous avions vu la fin potentielle, non pas comme une prophétie lointaine, mais comme une image saisissante, un avertissement clair et brutal. Et cette vision, même fugace, même silencieuse, avait gravé son empreinte indélébile dans les strates les plus profondes de notre être, modifiant à jamais notre perception du temps, de l'espace et de notre place dans l'univers. La peur n'avait pas été celle de la mort physique, mais celle de l'anéantissement de tout ce qui faisait de nous des nous. Je me souviens de ce matin-là, le premier après, avec une clarté presque douloureuse. L'air était vif, presque piquant, portant le parfum de la terre humide et une note métallique indéfinissable, comme l'écho d'un passage interdimensionnel. Je marchais dans les rues désertes de mon quartier, le pas lourd, comme si la gravité elle-même avait été altérée, chaque pas exigeant un effort surhumain, non pas physiquement, mais psychologiquement. Les oiseaux chantaient, oui, mais leur mélodie semblait étrangement forcée, un peu à côté, comme un orchestre qui aurait perdu son diapason. Ce n'était plus la joyeuse insouciance d'antan, mais une tentative laborieuse de retrouver une normalité perdue, un écho affaibli d'une symphonie brisée. La dissonance que j'avais ressentie si longtemps avant les annonces officielles, cette note fausse et persistante dans la symphonie du quotidien, n'avait pas disparu. Au contraire,
Elle s'était transformée. Elle n'était plus une alerte lointaine, un pressentiment insidieux qui me rongeait de l'intérieur. Elle était devenue une basse continue, une vibration sourde et omniprésente qui résonnait dans chaque pierre du pavé, chaque feuille frémissante des arbres, chaque souffle que nous osions prendre. Une mélodie funèbre et persistante qui accompagnait désormais chaque instant de nos vies. Les gens étaient sortis, peu à peu, de leurs refuges intérieurs et de leurs maisons, comme des créatures s'aventurant hors de leur tanière après une longue hibernation. Non pas avec la frénésie habituelle du début de semaine, mais avec une lenteur presque rituelle, chaque mouvement mesuré, chaque regard pesant. Des visages marqués par une nuit sans sommeil, des yeux encore dilatés par l'obscurité de l'attente et l'effroi de l'inconnu, mais surtout par la lumière crue d'une révélation qui avait déchiré le voile de l'ignorance. On se croisait dans les allées du parc, au coin des rues, à l'entrée des boulangeries qui avaient rouvert leurs portes avec une prudence palpable. On ne se parlait pas, les mots semblaient superflus, incapables de contenir l'ampleur de ce qui s'était passé. Juste un hochement de tête là, un sourire ténu, lourd de tout ce que nous avions partagé sans un mot, une compréhension mutuelle qui transcendait le langage. C'était une étrange fraternité, née de l'imminence d'une fin qui n'était pas venue, une communion silencieuse, forgée dans le creuset de la peur partagée et de la survie inattendue. Le travail, l'école, les courses, les rituels quotidiens, tout avait repris car la vie, dans sa résilience obstinée, trouvait toujours un moyen de continuer. Mais le vernis de la normalité était écaillé, fissuré, révélant la fragilité intrinsèque de ce qu'il recouvrait. Les conversations étaient différentes, empreintes d'une gravité nouvelle. Les banalités sonnaient creux, résonnaient dans le vide d'une réalité transformée. On parlait de la météo, des dernières nouvelles politiques, des potins du voisinage. Mais c'était comme si un filtre invisible avait été posé sur le monde, rendant chaque mot un peu plus transparent, un peu plus vide de sens, incapable de masquer l'énormité de la pensée qui se cachait derrière. Et puis, il y avait ces silences, des silences chargés, lourds de non-dits, où l'on sentait la pensée de l'autre vagabonder vers ce qui avait été, vers ce qui aurait pu être, vers l'image persistante du voyageur dans le ciel noir. Ces silences étaient plus éloquents que n'importe quel discours, des puits sans fond où plongeaient nos âmes, cherchant des réponses à des questions que nous n'osions pas formuler à voix haute. Certains se sont jetés à corps perdu dans le matérialisme, achetant, consommant avec une frénésie presque pathologique, comme pour prouver que la vie continuait, que les désirs terrestres avaient encore leur place, que la superficialité pouvait encore nous sauver. Leurs caddies débordaient, leurs cartes de crédit fumaient, mais leurs yeux trahissaient une anxiété nouvelle, une course effrénée contre un temps dont ils avaient découvert la précarité, une fuite en avant désespérée. D'autres, au contraire, ont tout abandonné. Des carrières brillantes, des possessions accumulées avec tant d'efforts, des vies entières construites sur des fondations désormais jugées vacillantes. Ils ont cherché un sens ailleurs, dans la nature, retrouvant le contact avec la terre et les éléments, dans la méditation, explorant les profondeurs de leur propre conscience, dans l'aide aux autres, redécouvrant la valeur de la connexion humaine. Ils ont été les premiers à comprendre, avec une clarté presque mystique, que le passage de 2024 Alpha n'était pas seulement un événement astronomique d'une ampleur sans précédent, mais une invitation, ou plutôt une injonction impérieuse, à réévaluer l'essence même de l'existence, à redéfinir ce qui avait réellement de l'importance. Les étoiles, elles n'étaient plus les mêmes. J'ai toujours aimé les contempler, m'y perdre, laissant mon esprit vagabonder dans l'immensité cosmique. Mais après le voyageur, le velours noir du cosmos n'était plus une tapisserie lointaine et inoffensive, un simple décor pour nos nuits terrestres. C'était une étendue vivante, palpitante, peuplée de géants silencieux, de merveilles insoupçonnées et de menaces latentes. Chaque point lumineux, chaque nébuleuse voilée, chaque galaxie lointaine et spirale portait désormais la marque de cette proximité inimaginable, de cette rencontre qui avait brisé nos illusions d'isolement. Le ciel était devenu le miroir de notre vulnérabilité, de notre petitesse insignifiante face à l'échelle cosmique, mais aussi, paradoxalement, de notre incroyable résilience, de notre capacité à continuer, à espérer. On levait les yeux plus souvent, non plus avec insouciance ou curiosité scientifique détachée, mais avec une curiosité mêlée de crainte révérencieuse,
d'admiration profonde et d'une nouvelle forme de respect pour l'indicible grandeur de l'univers. Le ciel nocturne était devenu un livre ouvert, chaque étoile une lettre d'un alphabet divin que nous commencions à peine à déchiffrer. La science, elle aussi, avait été ébranlée. Non pas dans ses fondements mêmes, car les lois de la physique avaient tenu bon, mais dans son rapport au monde et à l'inconnu. Les modélisations, les calculs, les prévisions, tout cela avait tenu bon, nous permettant d'anticiper la trajectoire du voyageur avec une précision étonnante. Mais la certitude aveugle, l'arrogance intellectuelle qui avait parfois caractérisé la pensée scientifique, avait cédé la place à une humilité nouvelle, une reconnaissance de l'immensité de ce que nous ignorions. Nous avions anticipé, nous avions calculé, mais nous avions aussi et surtout attendu. Attendu dans la peur viscérale, dans la fascination hypnotique, dans l'impuissance la plus totale face à un événement qui nous dépassait. Et cette attente avait rappelé que la connaissance, si vaste soit-elle, si sophistiqués soient nos outils, ne pouvait pas tout maîtriser, tout expliquer, tout contenir. L'univers gardait ses secrets, et parfois, il nous les montrait, juste assez pour nous rappeler notre place humble et précaire au sein de sa magnificence insondable. Les laboratoires grouillaient d'une nouvelle énergie, non pas celle de la course à la découverte, mais celle de la quête de sens, de l'intégration de cette nouvelle donnée existentielle. Des débats philosophiques éclataient dans les cafés enfumés, sur les réseaux sociaux qui bourdonnaient d'une activité frénétique, et même dans les assemblées universitaires. Était-ce un signe, une mise en garde d'une entité supérieure, la preuve d'une intelligence cosmique au-delà de notre compréhension? Les théories du complot, un temps étouffées par l'évidence écrasante du spectacle cosmique, refaisaient surface, plus insidieuses, plus ancrées dans la peur primale et le besoin de trouver un coupable ou une explication simple à un phénomène complexe. Mais au-delà des extrêmes, une question fondamentale planait sur chaque conversation, imprégnant chaque pensée. Qu'allions-nous faire de cette seconde chance, de ce sursis inattendu? Allions-nous revenir à nos vieilles querelles, à nos petites obsessions matérielles, à nos divisions tribales? Ou allions-nous tirer des leçons de cette confrontation avec l'immensité, de cette révélation de notre fragilité collective, pour construire un avenir plus conscient, plus uni? La question restait en suspens, lourde de toutes les espérances et de toutes les craintes de l'humanité. Pour ma part, la dissonance qui m'avait habité si longtemps s'était muée en une sorte de conscience accrue, une perception amplifiée du monde. Je percevais les vibrations du monde avec une intensité nouvelle, une acuité presque douloureuse. Les rires des enfants dans le parc avaient une résonance plus profonde, une mélodie cristalline qui touchait l'âme. Les couleurs de l'automne, les rouges flamboyants, les ors chatoyants, les bruns profonds, éclataient avec une splendeur presque douloureuse, comme si la nature elle-même avait décidé de se parer de ses plus beaux atours pour nous rappeler la beauté fragile de l'existence, mais aussi la laideur du monde, ses injustices criantes, ses bruits stridents et sa violence sourde me frappaient avec une acuité plus vive, une résonance plus amère. C'était comme si le passage de 2024 Alpha avait déchiré un voile, non pas celui de l'ignorance, mais celui de l'indifférence, révélant la beauté et la monstruosité de l'existence dans toute leur crudité, sans phare ni compromis. J'ai commencé à écrire, plus que jamais. Non pas pour raconter l'histoire du géant cosmique, d'autres s'en chargeraient, avec leurs données et leurs analyses scientifiques, leurs documentaires et leurs théories, mais pour sonder les répercussions intérieures, les ondes de choc invisibles qui continuaient de se propager à travers les esprits et les cœurs. Pour tenter de donner un sens à cette nouvelle perception, à cette étrange mélancolie qui m'habitait, une tristesse douce et profonde pour un monde à jamais perdu et une espérance timide pour un monde à naître. J'observais les visages dans la foule, cherchant les marques du changement. J'écoutais les murmures dans les conversations, tentant de déceler les nouvelles préoccupations. Je cherchais les signes de ce qui avait changé à jamais, notant les petites altérations dans les routines, les expressions, les silences. Mes carnets se remplissaient de réflexions, de poèmes, de fragments de vie glanés ici et là. Autant de tentatives pour cartographier ce nouveau territoire de l'âme humaine. La conscience de notre fragilité n'était plus une notion abstraite, un concept philosophique lointain. Elle était devenue une vérité palpable, inscrite dans nos cellules, dans la mémoire collective de notre espèce. Nous savions désormais, avec une certitude implacable et une humilité nouvelle, que nous n'étions qu'un grain de poussière sur un grain de poussière, flottant dans une immensité indifférente, à la merci des forces cosmiques.
Mais cette insignifiance, paradoxalement, avait aussi révélé la valeur inestimable de chaque instant éphémère, de chaque lien humain, de chaque souffle pris. La vie, cette étincelle improbable dans l'obscurité cosmique, était un miracle vertigineux, une anomalie magnifique, et nous en avions pris la pleine mesure. Chaque lever de soleil était un don, chaque rencontre une bénédiction, chaque moment de paix une victoire arrachée aux abîmes. Le voyageur avait semé une graine d'éveil, de peur, de transformation, mais aussi d'une conscience nouvelle de notre interconnexion et de notre responsabilité. Et elle germait, lentement mais sûrement, dans le terreau fertile de nos existences individuelles et collectives. Les arbres étaient les mêmes, leurs branches s'étiraient vers le même ciel, les maisons étaient les mêmes, leurs murs de pierre résistaient au temps. Mais le regard que nous posions sur eux avait changé, empreint d'une profondeur nouvelle, d'une gratitude silencieuse. Le monde était le même, et pourtant, il ne l'était pas. Il respirait différemment, avec une amplitude nouvelle, un rythme altéré. Et nous avec lui, marqués à jamais par le passage de l'ombre, par le souffle du colosse qui nous avait frôlés, nous rappelant que la vie, cette étincelle improbable dans l'obscurité cosmique, était un miracle vertigineux, précieux au-delà de toute mesure, et que chaque jour était une chance de l'honorer. J'écrivais, oui. J'écrivais pour tenter de saisir cette dissonance, cette basse continue qui, depuis le passage du voyageur, ne m'avait plus quitté. Elle n'était pas un son, pas vraiment, mais plutôt une vibration sourde nichée au plus profond de ma perception, une fréquence anormale qui résonnait dans les silences et s'amplifiait dans les bruits du quotidien. C'était une tentative désespérée de cartographier l'invisible, de donner corps à ce sillage que l'astéroïde avait laissé non pas dans l'espace, mais dans l'âme du monde. Le silence d'abord. Il y eut ce silence assourdissant, juste après que 2024 Alpha eut viré la courbe de notre champ de vision, s'éloignant vers les confins de l'orbite martienne. Un silence collectif, comme si la Terre entière avait retenu son souffle, puis l'avait expiré dans un soupir libérateur. Les cris de joie, les larmes de soulagement, les embrassades frénétiques dans les rues, tout cela fut vite englouti par une sorte d'hébétude. Nous avions échappé à la destruction, certes, mais à quoi avions-nous vraiment échappé? Et qu'avions-nous trouvé à la place? L'euphorie fut fugace. Elle laissa place à une étrange mélancolie, une conscience aiguë de notre vulnérabilité. Le ciel, avant une toile de fond indifférente, était devenu un miroir, reflétant notre insignifiance et la grandeur terrifiante de l'univers. Chaque nuit, je levais les yeux, non plus avec la même insouciance, mais avec une nouvelle gravité. Les étoiles semblaient plus lointaines, plus froides, comme si elles nous rappelaient que notre place n'était qu'un point infime dans l'immensité veloutée. Le vide entre elles me paraissait plus dense, chargé d'une résonance nouvelle, cette note métallique indéfinissable que j'avais commencé à percevoir. Elle n'était pas dans l'air, non, elle était l'air, ou plutôt la perception de l'air, une altération subtile de sa texture même, un frisson permanent à la frontière de l'audible. Les premiers jours, les premières semaines, furent marqués par une sorte de flottement. On cherchait le sens, on attendait des révélations. Les journaux, les chaînes d'information, les réseaux sociaux débordaient d'analyses, de témoignages, de théories. Certains voyaient dans le passage du voyageur un signe divin, d'autres une preuve de l'échec de l'humanité à se souder face à une menace commune. D'autres encore, comme moi, une réinitialisation forcée, une invitation silencieuse à reconsidérer l'essence même de notre existence. Mais personne ne savait vraiment comment traduire cette réinitialisation en actions concrètes. Mon propre quotidien, pourtant, n'avait pas changé de manière spectaculaire. Je continuais mes routines, mes habitudes, mais elles étaient désormais comme voilées, comme si un filtre invisible avait été posé sur le monde. Les couleurs semblaient un peu plus saturées, les sons un peu plus distincts, mais surtout, les silences étaient plus lourds. Dans les conversations, des pauses inattendues s'installaient, des regards se perdaient dans le lointain, comme si chacun cherchait une réponse à une question qu'il n'osait pas formuler. La plupart d'entre nous, je crois, portaient en eux cette nouvelle conscience, cette marque indélébile du colosse silencieux. Les gens dans les rues, eux aussi, avaient changé. Pas de manière radicale, non, pas de panique généralisée ni de révolution subite. C'était plus insidieux, plus profond. Les visages étaient souvent plus pensifs, les pas un peu plus lents. Il y avait une nouvelle forme de courtoisie peut-être, ou une reconnaissance mutuelle de cette expérience partagée, un lien tacite entre tous ceux qui avaient levé les yeux vers le ciel et vu la montagne flottante. On croisait des inconnus,
et un imperceptible signe de tête, un échange de regards, valait parfois plus que de longs discours. C'était comme si l'humanité avait collectivement fait face à sa mortalité et en était ressortie, non pas nécessairement meilleure, mais indéniablement différente. Pourtant, cette unité était fragile. Sous la surface de cette nouvelle conscience collective, des fissures commençaient à apparaître. Certains, accablés par le poids de cette révélation cosmique, sombraient dans une apathie profonde. À quoi bon, se demandaient-ils, travailler, créer, lutter, si tout pouvait être anéanti en un instant par le caprice de l'univers? D'autres, au contraire, s'accrochaient avec une ferveur renouvelée à leurs croyances, qu'elles soient religieuses, spirituelles ou matérialistes, cherchant désespérément à réaffirmer un sens dans un monde qui semblait l'avoir perdu. Les débats philosophiques envahissaient les cafés, les parcs, les émissions de radio, mais ils finissaient souvent en impasse, les mots se heurtant à l'immensité de l'expérience vécue. Je me souviens d'une après-midi particulière, quelques mois après le passage. J'étais assis dans un parc, observant les enfants jouer, leurs rires insouciants résonnant dans l'air. Le ciel était d'un bleu éclatant, sans nuages, et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de le scruter, cherchant inconsciemment la moindre anomalie, la moindre tache sombre. Un vieil homme, assis sur le banc d'à côté, me vit lever les yeux. Il sourit, un sourire triste et complice. « On ne regarde plus le ciel de la même façon, n'est-ce pas ?» me dit-il. Sa voix était douce, empreinte d'une sagesse amère. « Non, répondis-je. Il est devenu plus grand, plus menaçant, ajouta-t-il, et plus beau en même temps. Un paradoxe. » Il marqua une pause, puis reprit. « Avant, la vie était une ligne droite. On naissait, on vivait, on mourait. Maintenant, c'est comme si une parenthèse s'était ouverte, un espace vertigineux où tout est possible, mais où rien n'est certain. On a vu le bord du précipice, vous savez, et même si on n'est pas tombé, le vertige reste. Ce vertige, je le ressentais moi aussi. » Il était la manifestation la plus palpable de la vibration résiduelle de cette empreinte métaphysique laissée par 2024 Alpha. Il ne s'agissait pas d'une peur constante, mais d'une conscience aiguë de l'éphémère, un rappel constant que l'existence était un fil ténu. Cela se manifestait de 1000 manières subtiles, une hésitation avant de prendre une décision insignifiante, un regard prolongé sur un être cher, une appréciation nouvelle pour la beauté d'une fleur ou le goût d'un fruit. Les petites choses, les choses simples, prenaient une dimension nouvelle, comme si elles étaient investies d'une urgence silencieuse. Les scientifiques, eux, continuaient leurs observations. Les télescopes scrutaient l'espace, traquant le voyageur qui s'éloignait inexorablement. Ils parlaient de nouvelles données gravitationnelles, de micro-fluctuations inexpliquées dans le champ magnétique terrestre, de phénomènes atmosphériques étranges, de la détection de particules inconnues dans les hautes couches de l'atmosphère. Des rapports contradictoires inondaient les revues spécialisées, certains minimisant l'impact, d'autres suggérant des altérations subtiles et permanentes de notre environnement. Mais rien n'expliquait vraiment la note fausse initiale, ni cette note métallique indéfinissable que je percevais. C'était comme si l'astéroïde n'avait pas seulement frôlé la Terre, mais l'avait effleuré d'une de ses crêtes invisibles, laissant une égratignure non pas sur sa surface, mais sur sa perception même. Ce que j'écrivais, ce n'était pas des faits, mais des ressentis, des observations fragmentées de cette nouvelle réalité. Je cherchais à comprendre si cette réinitialisation forcée était une bénédiction ou une malédiction. Allions-nous, en tant qu'humanité, nous élever, transcender nos divisions, ou allions-nous simplement retomber dans nos vieilles habitudes, oubliant la leçon du colosse cosmique une fois que son souvenir se serait estompé? Le voyageur était parti, mais son fantôme planait encore, une ombre immense projetée sur l'avenir de notre espèce. Et cette ombre, je le savais, était la véritable énigme, celle que nous allions devoir déchiffrer ou subir pour les générations à venir. Le ciel, désormais, était peuplé de questions sans réponse, et nous étions les gardiens de ce silence lourd de sens. Le souffle retenu, cette attente insoutenable, s'est finalement mué en un immense soupir de soulagement. Le voyageur, cette cicatrice céleste, s'est éloigné. Il n'y a pas eu d'impact direct, pas d'apocalypse foudroyante. L'humanité a survécu. Mais ce n'était pas un retour à la normale, non. C'était l'émergence d'un monde neuf, égratigné, mais vivant. Les premières heures furent un chaos d'espérance et de désorientation. Les lumières ont vacillé, puis sont revenues par intermittence, révélant des côtes meurtries par des marées gravitationnelles anormales, des infrastructures chancelantes sous le choc de secousses inattendues. Le bilan, bien que loin des scénarios les plus sombres, fut lourd en pertes humaines, victimes de la panique, d'accidents,
ou de la fureur imprévisible des éléments. Puis la reconstruction a commencé, une œuvre titanesque, portée par une étrange solidarité, mais aussi entravée par les ombres tenaces des vieilles rivalités, jamais totalement effacées. Pourtant, la véritable transformation n'était pas dans la pierre ou le béton. Elle était ailleurs, plus subtile, plus insidieuse. La dissonance, cette note métallique indéfinissable, ne s'est pas estompée avec le départ du voyageur. Elle a persisté, s'est incrustée dans l'air, dans le silence, dans la psyché collective. Les scientifiques ont continué de s'interroger sur ces micro-fluctuations inexpliquées du champ magnétique terrestre, sur ces phénomènes atmosphériques étranges, sur ces particules inconnues que nos instruments captaient, résidus invisibles d'un passage qui avait laissé bien plus qu'une simple frayeur. C'était comme si le monde avait été légèrement désaccordé, sa fréquence fondamentale altérée. Cette vibration résiduelle n'était pas une menace, mais une présence constante, un rappel tangible que l'univers nous avait touchés, nous avait marqués. L'humanité dans son ensemble avait été forcée de regarder sa propre fragilité en face. Certains y ont trouvé un sens nouveau à la vie, une urgence à la coopération, à la préservation. D'autres, hélas, n'ont fait que renforcer leurs peurs, leurs égoïsmes. Le voyageur est devenu un mythe moderne, une cicatrice dans la mémoire collective, mais aussi une énigme persistante. Il n'était plus seulement un astéroïde, mais une clé de voûte, le point de bascule d'une nouvelle ère. Nous avons appris que nous n'étions pas seuls face aux menaces cosmiques, mais aussi que nous ne serions plus jamais tout à fait les mêmes. La dissonance est là, toujours, une mélodie étrange qui accompagne nos jours, un murmure constant de l'univers, nous rappelant que notre petite planète, si familière, porte désormais en elle l'écho lointain d'un voyageur stellaire, une égratignure sur sa perception même et un défi éternel pour l'âme humaine.